Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette édition d'information. Dans un instant, le sommaire. L'épidémie de méningite continue à endeuiller des familles et le système éducatif prend un coup avec la suspension des cours dans certains établissements scolaires. Reportage dans ce journal. Le président du PNDS Taraya a rencontré le week-end écoulé la diaspora nigérienne en Europe. À l'ordre du jour, les échéances électorales à venir dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier. Des journalistes de la presse privée et publique sont en formation depuis ce matin. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans cette interview que la RTL Niger a eue avec l'une des formatrices. Elle s'appelle Lisa Bryan. On l'écoute. La formation, c'est plutôt de parler sur la liberté de la presse. Comment est-ce que les médias travaillent dans cette sorte de cadre, quels sont les défis des médias nigériens, et aussi parce que vous auriez une élection l'année prochaine. Donc c'est aussi la question des élections, le rôle du média, comment ça joue, quels sont les défis pour compléter, faire le rôle, et le rôle c'est expliquer, informer sur les candidats, sur leur politique, leurs promesses, etc. Et donc c'est un rôle qui est absolument important. Et puis bien sûr la liberté de l'expression, liberté de la presse, c'est super important. Et puis bien sûr je suis avec des homologues, donc c'est pas moi qui est en train de former, c'est vraiment une discussion, un partage des idées et comment avancer la presse en Niger. Et bien sûr, moi, je rentre toujours avec... j'apprends beaucoup de choses qui j'espère, m'améliorent aussi comme journaliste. Donc, cette formation, c'est une initiative de l'ambassade des États-Unis. Exactement. Exactement. Et comme je suis une journaliste américaine et je fais mon travail à Paris, c'est un partage d'idées, de regarder comment ça marche aux États-Unis, mais aussi en France, parce que je couvre la France. Et puis, bien sûr, comment ça marche à Niger et comment améliorer notre travail, notre profession. Restons toujours dans notre secteur, celui des médias, avec l'ouverture hier après-midi au Palais Congrès de Niamey de la première édition du Symposium international des médias pour le développement durable CIMED, une rencontre organisée par le REGEA et le RANGED. Au cours des échanges de la contribution des médias dans la mise en œuvre des politiques nationales, la réduction des inégalités pour la fourniture inclusive et équitable des services sociaux de base post-2015. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Nasser Dantouf. Impliquer plus les médias dans la réalisation des objectifs 2030, c'est l'objectif de ce symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030, placé sous le thème « Contribution des médias dans la mise en œuvre des politiques nationales, réduire les inégalités pour la fourniture inclusive et équitable des services sociaux de base du programme de développement durable post-2015 ». Dans quelques mois, nous arriverons à l'échéance des objectifs de millénaire pour le développement OMD. De 2000 à 2015, il faut le rappeler, 8 objectifs ont été consignés de l'agenda international de développement. Beaucoup de choses ont été faites par le gouvernement africain, mais beaucoup reste à faire. Dans le rapport de mise en œuvre de ces objectifs qui est parvenu au secrétaire général des Nations Unies, il a été relevé la non-implication effective des médias de la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Et nous estimons, si les médias avaient été impliqués pleinement dans la mise en œuvre de ces projets et programmes, peut-être on aurait dû atteindre certaines cibles des OMD, au vu du rôle important que nous jouons dans le processus de développement. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement est revenu sur le rôle que doivent jouer les médias dans le développement socio-économique.
Les médias ont une grande responsabilité en ce qu'ils disent et écrivent, est lu et entendu par le plus grand nombre, et ils font souvent autorité. Il est donc primordial que ces médias diffusent des informations fiables et avec la plus grande objectivité. Parallèlement, il est du devoir des acteurs de développement de vous faciliter l'accès à l'information, ce qui du reste justifie notre participation active à cet important forum. Il convient donc de souligner l'importance d'appuyer la mission des médias afin qu'ils puissent faire leur travail correctement, de veille et d'accompagnement des actions de développement en collaboration étroite avec le gouvernement, la société civile, les partenaires techniques et financiers sur la base d'un dialogue constructif avec les populations nigériennes. Selon le ministère de la Communication, le bilan de la réalisation des OMD fait ressortir des progrès significatifs, même s'il reste beaucoup à faire. La pauvreté a reculé, le taux de scolarité a augmenté et le taux de mortalité infantile a considérablement baissé. En outre, l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement a été élargi, tandis que des investissements appréciables ont été mobilisés en faveur de la lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose et la malnutrition, ce qui a permis de sauver plusieurs millions de vies humaines. Cependant, beaucoup reste à faire, particulièrement en Afrique subsaharienne. Ainsi, les dirigeants du monde, sous l'égide des Nations Unies, ont travaillé à la mise en place d'un programme post-2015 avec comme échéance l'année 2030. Une visite guidée des stands des partenaires de ce symposium a sanctionné la fin de cette cérémonie. L'épidémie de la méningite, parlons-en dans ce journal avec ses conséquences, et notamment au plan éducatif. Les cours sont suspendus dans certains établissements. C'est le cas au CES Kwarakano où, malgré la décision des élèves du établissement de suspendre les cours, le mot d'ordre n'a pas été respecté. Élément de précision dans ce reportage de Asman China. Le 28 avril dernier, les élèves du CS Kwarakano décidaient de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre pour n'avoir pas été vaccinés contre la méningite qui a déjà coûté la vie à certains de leurs camarades. Un tour de l'établissement ce lundi nous a permis de constater que les cours ont bel et bien eu lieu. Le proviseur explique. C'est une incompréhension en fait. C'est vrai, on a arrêté des cas de décès, mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de cette épidémie-là, l'État a pris un certain nombre de mesures en lançant en tout cas la commande pour trouver suffisamment de vaccins et vacciner l'ensemble de la population. Mais il se trouve que c'est un premier lot qui est arrivé et que sur le plan même international, il n'y a pas sur le marché. Et c'est pour cette raison-là que l'État avait décidé de vacciner dans un premier temps les élèves ou les enfants qui sont dans la tranche d'âge de 2 à 15 ans. Dieu merci, les enfants ont compris et actuellement, si vous faites le constat, tous les élèves sont en classe. En tout cas, le mot d'ordre qu'ils ont lancé vraiment ne tient plus et ils ont quand même décidé de reprendre le chemin de l'école en attendant l'arrivée du deuxième lot de vaccins. Nous avons donc demandé à ces élèves-là de faire confiance à nos autorités. Et nous estimons que de la même façon qu'ils ont pris en charge la question sécuritaire, de cette même façon-là, ils vont en tout cas tout faire pour gérer cette question aussi de la méningite. Selon les élèves, c'est parce qu'il leur a été annoncé l'arrivée des vaccinateurs qu'ils sont venus à l'école. On n'a pas eu une entente en tant que telle. Parce qu'on nous a dit de venir aujourd'hui à l'école et qu'il y aura des équipes de vaccination qui vont passer dans toutes les écoles de la région de Niamey. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui et que les camarades font un peu court. Mais cela ne prouve pas que la lutte s'est arrêtée. Il s'agit d'une maladie et une maladie contagieuse.
Donc les camarades sont exposés. Et nous considérons cela comme quelque chose qui part à l'intérêt de nos camarades. Et nous avons jugé utile de défendre l'intérêt de nos camarades. Et tant que l'intérêt de nos camarades sont menacés, nous sommes dans l'obligation de prendre position. Et c'est en ce sens que nous avons décidé, tant que nous n'avons pas eu de vaccination de la 6e jusqu'en terminale, on ne va pas venir faire cours ici. Les cours ont également eu lieu dans les établissements scolaires du 4e arrondissement où le SINESEB a décidé de suspendre les cours pour la même raison. L'actualité sur le plan politique, retenez que le président du PNDS Taraya a rencontré la diaspora nigérienne en Europe. C'était samedi dernier à Bruxelles où Bazoum Mohamed a entretenu avec les compatriotes sur des questions d'actualité, mais aussi et surtout sur les échéances électorales à venir dans notre pays. Suivons ce reportage de notre confrère Ablaye Tchamogo, basé à Bruxelles. À l'instar des autres régions du Niger où il a entrepris une tournée de prise de contact avec les militants du parti, quelques mois seulement après son élection à la tête du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed s'est rendu ce samedi demain à Bruxelles, capitale de l'Europe, où les sections PNDS de Belgique, de la France, de l'Allemagne, de la Hollande et d'Espagne se sont donné rendez-vous pour un grand meeting. Une rencontre de partage et d'échange sur la vie du parti, mais également sur des questions d'intérêt national. Un événement qui a été programmé de longue date, une fête joyeuse que les militants PNDS Taraya d'Europe ont voulu grandiose, mais compte tenu des événements survenus dans l'est du pays, quelques festivités ont été purement et simplement annulées, laissant place à une rencontre d'échange et de débats fructueux sur la vie de la nation et bien d'autres sujets d'importance capitale, tels cette question d'insécurité récurrente, l'épidémie de méningite qui affecte quelques régions du pays et les futures consultations électorales qui mobilisent fortement la diaspora. Ainsi, dès l'ouverture de cette importante rencontre dans une salle noire de monde, tant la mobilisation des militants Taraya a été exceptionnelle à Bruxelles. Le président du comité d'organisation de cette manifestation, Amadou Magoudani, le président de la section PNDS Taraya de Belgique, Oumar Moussa, ont tous deux salué la tenue des présentes assises avant d'ajouter que le PNDS a, au cours de ces 4 années de magistrature du président Issoufou, réalisé toutes ses promesses. Pour le président du parti, le ministre d'État Bazoum Mohamed, qui, en dépit de son programme très chargé, a tenu à faire le déplacement. Il a remercié les sections PNDS Taraya d'Europe pour cette forte mobilisation. Je voudrais à cet égard rendre hommage à toutes les structures qui se sont concertées, notamment celle de Belgique d'abord, bien sûr, mais aussi celle de France et celle d'Allemagne, ainsi que les autres, pour me donner l'occasion d'une rencontre très avantageuse et qui s'inscrit dans le cadre de mon programme tel que je suis en train de le mettre en œuvre cette dernière semaine, consistant dans les tournées que j'ai entreprises et que vous avez suivies. Peu après, le président du PNDS Taraya a engagé un vrai débat d'idées avec l'ensemble des militants sur des questions d'actualité et d'intérêt national où les échanges ont été fructueux. Bazoum Mohamed. Est-ce que vous serez éligible pour ce qui concerne la présidentielle? Oui, il n'y a pas de doute, vous le savez depuis toujours. Quiconque dans la diaspora veut être candidat à la présidentielle, il lui sera loisible de le devenir, mais vous serez surtout aussi éligible comme député. Au cours de ce mois-ci, sinon le 5, au plus tard le 12, nous aurons le recensement électoral. Et le recensement électoral va concerner aussi l'extérieur. Le coordonnateur, pour ce qui concerne la diaspora, a été nommé. Nous avons délibérément voulu que ce soit quelqu'un de neutre, parce que le contrôle du recensement peut paraître quelque chose de difficile pour les partis politiques, surtout lorsque ils n'ont pas d'assises à l'extérieur, comme c'est souvent le cas. Vous savez, ils sont très minoritaires, les partis qui sont présents à l'extérieur. Donc ça, c'est un gage que nous avons voulu donner aux partis qui ne sont pas présents, que les choses vont bien se faire, et c'est un militaire qui a été choisi par le comité du fichier électoral. Des gens vont venir et vous serez conviés à réfléchir ensemble pour la mise en œuvre des mesures préparatoires au recensement lui-même. Et le vote n'aura lieu que dans les ambassades et les consulats. La diaspora a droit à 5 députés.
Et ce ne sera pas des circonscriptions compartimentées, c'est-à-dire qu'il y aurait un député pour l'Europe, un par exemple pour l'Amérique, un pour l'Asie, un pour l'Afrique, et ainsi de suite. Non. Ce va être une même circonscription. Ce sera comme une région. À l'issue des débats, plusieurs questions ont été posées par les participants, notamment sur l'insécurité qui prévaut dans l'est du pays, l'épidémie de méningite qui sévit en ce moment dans la capitale et les autres régions du pays, la question des futures consultations électorales qui fait vraiment débat au sein de la diaspora. Sur toutes ces préoccupations somme toute légitimes, le président Bazoum Mohamed a apporté des éléments de réponse assez clairs qui ont permis de lever certaines zones d'ombre, d'où la grande satisfaction des participants qui ont fait le serment de s'inscrire massivement au cours du recensement électoral à venir en vue d'une plus grande participation aux prochaines élections et consacrer la victoire du parti au cours de ces mêmes élections. Retour à Niamey où, comme vous le savez, le président et le vice-président de la CENI sont connus depuis la semaine dernière. Un choix opéré d'abord au niveau du CNDP où la classe politique a trouvé un consensus malgré les points de vue divergents par rapport à l'interprétation de l'article concerné. Reportage de Mahmoud Saleh. C'est au cours de la réunion du Conseil national de dialogue politique qui s'est tenue la semaine dernière que le président et le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été désignés. Au cours de cette désignation, le camp de la majorité et celui de l'opposition ont eu des points de vue divergents par rapport à l'interprétation de l'article y afférent selon le porte-parole de l'ARDR. Nous n'avons pas eu la même compréhension du texte. La loi dit que ça peut être un magistrat, mais le magistrat doit être élu par ses pairs, c'est-à-dire ses collègues magistrats, ou une personnalité indépendante. Nous avons dit qu'à cela ne tienne, oui, le magistrat a été choisi, les conditions dans lesquelles il a été choisi, ça ne nous regarde pas. Une chose aussi, ils sont 3 candidats et il a eu plus de voix que les autres parce que je pense qu'il a eu 145 voix. Mais où est la personnalité indépendante? On nous dit que non, la loi n'impose pas de choisir une personnalité, de nommer et de faire parvenir le nom d'une personnalité indépendante. C'est nécessairement le magistrat. Nous avons dit que non. La conjonction de coordination ou, ça veut tout dire. Supposez qu'au niveau du CNDP, nous avons dit que oui, ce magistrat a été choisi, mais il ne fait pas l'affaire. Comment cela doit se passer? Tout de même, il faut donner l'opportunité aux autres Nigériens pour que, fondamentalement, ils puissent aussi candidater, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'était le point d'échappement entre nous et les autorités, nous c'est-à-dire l'opposition. Et en fin de compte, nous avons pu accepter pour que le processus puisse se dérouler normalement. Nous n'avons rien contre le magistrat, au contraire, il serait une très bonne chose qu'un magistrat soit à la tête de la CENI. Mais il faudrait que les choses se passent conformément à la loi, ce que nous avons exigé au niveau de la RDA. Malgré tout, pour le camp de la majorité au pouvoir, l'on estime que cette désignation a été faite dans les règles de l'art, car c'est à l'unanimité que le président et le vice-président ont été désignés. On doit s'en féliciter parce que la loi a prévu de nommer un magistrat, à défaut une personnalité impartiale, et c'est un magistrat que nous avons eu à la présidence de la CENI, et un avocat comme vice-président. Donc vraiment, je crois que c'est fait dans les règles de l'art. Maintenant, notre attente, c'est que les autres membres de la CENI soient nommés et qu'on aille à des élections transparentes et crédibles. Nous sommes réconfortés. Nous sommes réconfortés parce que ces deux personnalités ont fait l'unanimité de la classe politique. Donc, ce que nous attendons d'eux, c'est toujours de garder à l'esprit que les élections sont aussi fondamentales dans un pays. La question d'élection est un enjeu majeur dans un pays. C'est de tout faire pour œuvrer pour que ces élections soient libres et transparentes. Espérons que ce choix permettra à notre pays d'organiser des élections libres, transparentes et acceptées par tous pour une stabilité politique et sociale. Elles ont été libérées la semaine dernière au Nigeria. Les ex-otages des islamistes de Boko Haram commencent à raconter l'enfer qu'elles ont enduré pendant des mois dans la forêt. Dans ce camp de déplacés, des centaines de femmes et enfants sous-alimentés, pour certains dans un état critique. Ils étaient otages de Boko Haram, réduits à l'esclavage, forcés à travailler, à se soumettre à leurs désirs, voire à se battre.
L'armée nigériane les a délivrés, mais le traumatisme est profond. Cette femme avait été enlevée par les djihadistes avec son mari. Quand ils ont su que j'étais enceinte, ils m'ont dit que j'étais souillée par un infidèle et ils ont tué mon mari. Ils m'ont dit, après ton accouchement, on va te marier à notre commandant. J'ai accouché dans la nuit et le matin, les soldats nous ont sauvés. L'opération de sauvetage s'est déroulée au nord-est du Nigeria, dans la forêt de Sambisa, bastion des terroristes de Boko Haram. Sur ces images, on les voit fuir les bombardements de l'armée qui annoncent la libération de 700 otages en moins d'une semaine. Mais on dénombre aussi des blessés parmi les ex-captifs. Les combattants de Boko Haram ont voulu se servir de nous comme bouclier humain. Nous avons refusé et ils nous ont abandonnés. Au début, les soldats n'ont pas compris que nous n'étions pas des ennemis, mais des femmes et des enfants. Certains d'entre nous ont été écrasés par leurs camions. Depuis le début 2014, Boko Haram a enlevé 2000 femmes, dont les 219 lycéennes de Chibok. Leur cas avait suscité une mobilisation mondiale sans précédent, mais on ne sait pas si certaines figurent parmi ces rescapés des griffes des djihadistes. Pendant ce temps, le pouvoir tente d'apaiser la colère des Israéliens d'origine éthiopienne. Hier, des milliers de personnes ont protesté contre le racisme de la police, mais aussi contre les discriminations sociales. Un rassemblement réprimé par les forces de l'ordre. Un jour après Jérusalem, c'est à Tel Aviv qu'une nouvelle manifestation d'Israéliens d'origine éthiopienne a dégénéré. Des heurts violentes dans le centre de la ville balnéaire ce dimanche soir, qui aurait fait une cinquantaine de blessés, en majorité des policiers, les falachas, des Israéliens originaires d'Éthiopie, qui s'estiment exclus dans leur pays. Je ne peux faire confiance à personne. N'importe qui pourrait me frapper, me poser des questions racistes. L'État doit garantir ma sécurité. Je ne devrais pas être frappé au milieu de la rue et entendre « Je vais te renvoyer en Éthiopie ». La déception des falachas n'est pas nouvelle en Israël, mais elle s'est transformée en colère cette semaine, après la diffusion dans la presse israélienne d'une vidéo qui a révolté bien au-delà de la communauté éthiopienne. On y voit deux policiers contrôler un soldat israélien en uniforme. L'homme est originaire d'Éthiopie. Il va être passé à tabac par les deux agents sans aucune raison apparente. Les quelques 10 000 manifestants de dimanche, éthiopiens ou pas, ont demandé que les deux policiers soient jugés. Les discriminations contre les Éthiopiens ont lieu partout. Et il faut stopper ça. Pour nous. Pas pour l'amour des Éthiopiens seulement. C'est nous. Ce n'est pas eux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait recevoir le soldat battu dans la vidéo ainsi que des membres de la communauté éthiopienne. Ils sont plus de 135 000 à vivre en Israël depuis 1984 et 1991 sans y être toujours bien acceptés. Nous arrivons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée au film de la cérémonie d'intronisation du chef de canton de Namaro, organisé samedi dernier à Namaro. En rappel, Amirou Abdelmoumeni Hamani Mega Boukari a été élu pour accéder au trône de Namaro le 29 mars 2014. Le film complet de cette cérémonie d'intronisation avec notre envoyé spécial Souleymane Bama. Bonne réception, bonsoir. Village Sonrail fondé au bord du fleuve Niger en 1803 par Guindé Mariézé. Namaro est devenu canton 23 ans plus tard. De 1826 à 2013, le canton de Namaro a été dirigé par des très célèbres chefs avec une grande popularité. L'historique de ce canton de Namaro remonte au 19e siècle. En effet, le village de Namaro a été fondé par Guindé Mariézé en 1803 et fut érigé en canton entre 1826 et 1827. Après la mort de Guindé Mariézé, 9 chefs se sont succédés au trône du canton. Tous ces chefs furent des chefs responsables, ayant eu une influence considérable et une grande popularité. Le dernier chef respecté et aimé de ses administrés fut Abdrahman Banwela Mamadou, qui régna de 1976 à 2013. Pendant cette période, il a su donner entière satisfaction à l'administration. Il jouissait également de l'estime de ses administrés. Actif, disponible et dévoué,
Avant d'être rappelé à Dieu, il a toujours apporté, en toutes circonstances, sa collaboration inestimable, et ce dans tous les domaines. C'est le 29 mars 2014 que Abdulmoumouni Hamani Maïga Boukari avait été élu à la tête du canton de Namaro à l'issue d'un scrutin démocratique qui s'est déroulé dans la transparence, ce qui justifie l'adhésion de tous les princes héritiers aux côtés du nouveau chef. mantikal ga hamno kam waren de kambo ikur bor follon kano Amir Abdulmoumouni Hamani Boukar kandu koytara halin dan ne margan inda suke kimo su kam du ne mandu yan ga irwo yiddu irga ba on kuna borai kan kane batora za alboro za woy boro zamir wasne kwara zindiyo borku kan ka borku ar kun kwar borno irgor kur samba seri kan honkun banda kiro banda irgo bande irgo Amir Abdulmoumouni Hamani Boukari kirko subu gidan jinna mariya ko tara non gora Abdulmoumouni Hamani Boukari honkun ni no tamin na maro subni no tamin na maro bayni no tir baba ni tir kai ni tir hang studio subani en sinise bora kun wonno bora kun zankiyenno bora kun niziyenno bora kun hamano irga ba mo na maro bore honkun banda kero banda borkum siyag fitintunan dir hora ir wonno ir gina ir wonno ir bonko no ir wonno hay borkan girga mirga am kaga na gir ko gagsina kir go ke ciga borkan sirga mirga amma ir siba munafitre ir hora ko ne. Un an après ces élections, le 10e chef de canton, l'honorable Amirou Abdulmoumouni Hamani Maïga Boukari, prend fonction officiellement devant une marée humaine et plusieurs autres invités de marque venus rehausser par leur présence cette cérémonie d'intronisation. Représentant les autorités administratives, le gouverneur de la région de Tillabéri lance un appel en direction de la population de Namaro. La cérémonie revêt pour moi 3 significations. Premièrement, elle est d'abord le triomphe de la démocratie consacrée par les élections. Secondo, elle est la confirmation du choix des populations du canton de Namaro et la confiance qu'elles ont placée en leur chef, en leur nouveau chef. Enfin, elle marque l'investiture de celui-ci dans ses nouvelles fonctions. Combien difficile eu égard à la multitude des attentes légitimes à satisfaire. C'est pour moi, prenant en compte toutes ces considérations ci-dessus évoquées, l'occasion d'appeler l'ensemble des populations du canton de Namaro en général et les princes héritiers en particulier pour qu'ils apportent leur concours à leurs frères afin de l'aider à bien accomplir sa mission. Chants et danses de la tradition Soraï, l'ambiance était à son comble ce samedi 2 mai 2015. Après une série de discours, ce fut le moment tant attendu. L'acte d'intronisation commence. Le bonnet blanc est remplacé par un bonnet rouge, puis on passe au port du turban. Félicité pour avoir accédé à ce prestigieux fauteuil du canton de Namaro, le nouveau Amirou bénéficie des conseils de ses aînés venus en nombre important à cette cérémonie d'intronisation. Allah ya ƙara ma nasara, Allah ya baka daraja irin ta kakanninka da iyayenka. Sarki, ga wani tsaraba da muke son mu baka, wanda Allah ya ba riƙon ragaman sarauta, to ya tabbata ba riƙon ligizamin doki bane ko kuma akalar raƙumi. Allah ya ba shi jagorancin al'umma
abin da ya fi zama alheri gare ka sarki ka yi adalci shine na farko. Idan ka yi adalci Allah zai taimake ka da irin abin da duk zai taho ma Allah ne zai ma jagora gare shi. Idan kuma ka zamba ka yi adalci ba, Allah mai ya sha'u yana iya ma istidraji ya kyale ka sai ranar gabo, ko da za ka shiga kabarinka a ɗame za ka shiga, kuma a yi ma tambayoyi na al'umman da Allah ya baka jagoranci, kai jagorancinsu shin yaya ka yi musu adalci ko ka yi wa daren ka so. To don haka nan abin da muke kira ga al'umman na Maro, ku kuma don Allah, don girman Allah, ku tallafa mishi, ku kama mishi, aiki ne ja aka bashi, in kun kama mai, in Allah ya so da ku da shi duka Allah zai albarkace ku. Tout heureux, l'intéressé mesure déjà la responsabilité qui l'attend. Mon premier sentiment, c'est un sentiment de gratitude envers Allah le Tout-Puissant qui m'a permis de voir ce jour. Mon second sentiment, c'est un sentiment du devoir à accomplir. La tâche qui nous attend est immense, mais je ne doute pas qu'avec l'aide et le soutien de tous les filles et fils de Namaro et des autres contrées du Niger, nous réussirons à améliorer les conditions de vie de nos populations. Les attentes sont immenses et justifiées. Et tout ce que je demande à la population, c'est un peu de patience pour nous permettre de mettre en œuvre les programmes que nous avons établis, rechercher des soutiens ici et là pour financer ces programmes afin de créer de meilleures conditions de vie pour les populations. Âgé de 48 ans, l'honorable Amirou Abloumouni Hamani Maïga Boukari est un ingénieur en informatique. Il est marié et père de 4 enfants. Le nouveau chef succède désormais à feu Abdrahman Banwala Maïga Mamoudou, rappelé à Dieu le 17 juin 2013 après 37 ans de règne.